Hello, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture afin de vous parler d'une autre partie de mes lectures de mars. Parce que comme vous l'avez vu précédemment, il y en a pas mal. Donc cette fois-ci, je vais vous parler des livres que j'ai lus mi-mars. Un livre que je n'ai plus avec moi parce que je l'ai emprunté à la bibliothèque. Il s'agit de Atlas Six, le premier opus de la duologie de Olivia Blake qui m'a fait passer un très très bon roman. Tous les 10 ans, on y suit 6 magiciens qui sont choisis pour concourir et gagner leur place au sein de la société alexandrienne. Il s'agit d'une organisation secrète tenue par les grands élitistes de ce monde et qui renferme tout le savoir. Et ce savoir permet d'acquérir des pouvoirs. Parmi les 6 recrues que l'on suit, il n'y en a qu'une seule qui sera choisie et donc on va suivre une compétition qui va être très très difficile. Il va falloir redoubler d'efforts et de subterfuges pour pouvoir gagner sa place. Dès le départ, j'ai été très intriguée par ce roman. La narration, la magie, la société et les personnages ont attisé vraiment le mystère et ce mystère est vraiment cultivé du début à la fin du roman. On y suit les 6 élus dans leur quotidien au sein de la société. Tout commence avec leur recrutement. On a vraiment un point de vue pour chaque personnage dans le roman et ces personnages doivent vivre ensemble. Ils doivent coopérer et ils doivent mettre en place une stratégie pour réussir les épreuves. Tout cela en essayant de se dévoiler le moins possible, c'est-à-dire que il faut éviter de montrer trop ses pouvoirs, trop ses capacités, mais en même temps il faut savoir coopérer pour réussir certaines épreuves. Donc j'ai été assaillie dans ce roman par de nombreuses interrogations sur les personnages, sur la société, sur les épreuves. Tout est mis en place pour rendre fou le lecteur. C'est vraiment un roman qui cultive le mystère, comme je vous ai dit. Les personnages, sur les 6, je ne m'en suis attachée qu'à 2. Les autres m'irritaient ou me laissaient dans l'indifférence. Je vous avoue qu'il y a vraiment 2 points de vue que j'ai préféré suivre. Les autres me passaient un petit peu par-dessus la tête. Et pourtant, ils sont quand même très importants. Pour moi, ce roman, il est très long. Il y a énormément de longueur. Ce qui caractérise vraiment l'histoire, c'est le suspense et l'ambiance. Personnellement, si j'ai trouvé beaucoup de longueur, il a fallu que je fasse des pauses parce qu'on a vraiment un roman très court, vraiment dans l'ambiance. J'ai quand même très très envie de continuer cette compétition, d'en apprendre plus sur les personnages et de savoir à quoi sert réellement cette société, parce que c'est très très intriguant, mais ce qui peut bloquer par contre beaucoup de lecteurs, et ça je tiens à le préciser, c'est qu'on est vraiment dans quelque chose de contemplatif, donc ça ne conviendra pas à tout le monde. Moi personnellement, comme je vous ai dit, ce qui me donne envie de continuer cette histoire, c'est le mystère et le besoin de comprendre. Mais en dehors de ça, il ne se passe pas forcément grand chose sur ce premier opus du mois. J'ai lu Défie-moi si tu peux de Laetitia Bailey, publié chez Cherry Publishing, qui est une romance sur fond musical. Et elle ne m'a absolument pas convaincue. J'ai pas aimé du tout ce roman. De base, il avait tout pour me plaire parce qu'on y suit Maddie, une jeune femme qui a décidé de recommencer sa vie à zéro suite à la tromperie de son futur mari. Donc elle va partir en cachette, elle va mener un quotidien tranquille dans une petite ville où elle a un emploi de serveuse dans un bar. Et un jour, dans ce bar, elle va y voir débarquer Ezra, qui est une star du rock très connue. Et pour lui, ça va être assez rafraîchissant parce que la jeune femme ne le connaissait pas. Donc, la jeune femme qui souhaite garder l'anonymat avec l'arrivée de ce chanteur connu, ça va être assez compliqué. Malheureusement, j'ai pas accroché avec le style narratif. Celui-ci m'a paru trop simpliste. Je suis pas certaine que j'emploie un petit peu les bons mots. Ça me paraît un peu dur. Mais après tout, c'est ce que j'ai ressenti. Et je suis là pour vous dire ce que j'ai ressenti. Ça doit être un service presse. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Je vais pas vous dire que j'ai aimé. Ce serait vous mentir. Sur le papier, le roman, il avait vraiment tout me plaire. On avait une immersion dans le monde musical, on avait des secrets, on avait une relation qui était censée être piquante entre 2 opposés.
Malheureusement, la tournure du récit était pour moi trop facile dans la résolution des problèmes. On avait clairement un manque de profondeur concernant les personnages. Je pense qu'on aurait eu des descriptions supplémentaires sur le passé des personnages. Ça aurait été très apprécié. Personnellement, je pense que ça aurait rajouté beaucoup de profondeur. Ça aurait développé la psychologie. J'ai beaucoup aimé les personnages en eux-mêmes. Ezra et Maddie, ils ont des valeurs, ils sont bienveillants. Voilà, ils sont touchants, mais au point de vue du scénario, au point de vue de comment ça se résout, j'ai trouvé que c'était facile. Voilà, j'ai pas d'autres mots en fait, que ce soit au niveau de la narration, au niveau du scénario, au niveau de beaucoup de choses, c'était facile. Malheureusement, on peut pas tout aimer. Ce ressenti est strictement personnel. Je pense que d'autres lecteurs pourraient aimer cette lecture. Ça se lit avec énormément de facilité, hein. Mais voilà. C'était pas pour moi. J'ai lu en LC sur Instagram avec Carlito Book et Loïc Vib Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Cette petite beauté au jaspage incroyable. Et je peux vous dire que j'ai un nouveau book boyfriend. Et il se trouve juste derrière Belladine de la Guilde des Ombres, si ce n'est dire. J'ai vraiment croché sur le personnage masculin. On y suit dans cette histoire l'histoire de Lara et l'histoire de Aren. Lara a été élevée pour séduire le nouveau roi du royaume de... Comment il s'appelle? Maridrina, c'est ça? Non, le roi Aren d'Itikana, et Lara, c'est la fille du roi de Maridrina. Ces deux peuples sont en guerre, et pour calmer un petit peu les mœurs, pour essayer d'avoir un climat de paix. Dans le passé, les parents du roi Aren avaient souscrit un pacte avec le roi de Maridrina, c'est-à-dire que une des filles du roi épouserait leur fils. Voilà, ça forge une alliance entre les royaumes, et niveau commercial, Itikana leur enverrait des vivres. Sauf que le roi de Maridrina, il est beaucoup plus vicieux que cela. Il va éduquer ses filles, puisqu'il en a plusieurs, dans le but d'arriver à séduire le roi Aren, et qu'une fois mariées, elles arrivent à subtiliser plein d'informations sur le pont qui traverse le royaume d'Itikana, et de ce fait, lui, il pourrait s'emparer du pont et prendre soi-disant sa revanche. Sauf que Lara, quand elle va épouser le roi Aren, dans ce nouveau royaume et suite à la bonté du roi, elle va voir que les choses ne sont pas ce qu'il y paraît. Alors, je tiens à vous montrer la carte. Si vous avez le choix entre le brochet et le relier, prenez le relier. Parce qu'on a une romance qui est très prédominante dans le récit, mais surtout la carte permet vraiment de comprendre l'incidence du pont sur les royaumes. Parce que vous voyez là, on a différents royaumes, et en fait le royaume d'Itikana, c'est ça. Voilà. Donc le royaume d'Itikana, c'est ça, et donc en fait le pont, il permet vraiment de relier les différentes îles d'Itikana, et c'est aussi ce pont qui permet de faire les échanges commerciaux entre les différents royaumes de par la topographie de l'univers. Donc je trouve que ça aide vraiment à visualiser l'univers et à comprendre ce monde de fantasy. Et dans le brochet, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il n'y a pas la carte. Donc cette histoire, c'est vraiment un univers de fantasy qui pour moi était énormément intriguant, avec une romance slow burn, et personnellement moi il m'en fallait pas plus pour que je tombe amoureuse de cette saga, et j'ai très hâte de lire la suite. Ce livre, il a vraiment tout pour lui. On a une édition reliée avec une jaquette de dingue, un super beau jaspage, et comme je vous l'ai montré précédemment, une carte qui est pour moi essentielle afin d'appréhender la position du pont, des différents royaumes. On a une mise en page qui est vraiment très agréable pour la lecture. On a des personnages attachants, on a une psychologie qui est superbement travaillée. Même si l'histoire n'a rien d'original, le travail est fait de telle façon à ce que personnellement je suis tombée amoureuse de cette histoire. Dès le premier chapitre, on rentre directement dans le vif de l'histoire. Lara nous montre tout de suite de quoi elle est capable. On la suit dans son parcours, ses différentes découvertes, et c'était vraiment un véritable plaisir. C'est un personnage qui pour moi est en
constante évolution et qui n'a pas peur de se remettre en question, et ça c'est quelque chose que j'apprécie. Aren, lui c'est vraiment le personnage masculin qui est incroyable. Il a des valeurs fortes et c'est un des book boyfriends les plus respectueux que j'ai pu croiser, notamment en fantasy, parce que on va pas se leurrer, mais il y a souvent des relations malsaines dans ce type d'histoire. La relation qui se tisse entre les protagonistes principaux, elle est profonde, elle prend le temps de se construire, c'est pas en un claquement de doigts, oui je t'aime, voilà. Non, non, on est vraiment dans un slow burn et personnellement c'est le schéma que je préfère en romance, ça me paraît beaucoup plus réel. Le monde créé par Danielle N. Jensen, l'autrice, il est compréhensible malgré l'absence de longues descriptions. Parce que, comme je vous ai dit, on est vraiment sur la romance. On vogue à travers l'action, les dialogues, et on voit l'ampleur des conflits sociopolitiques à travers la vie des personnages. L'importance du pont, donc, se dessine devant nos yeux. Et comme je vous ai dit, on a la carte qui permet de comprendre la configuration des différents éléments, ce qui fait que on peut se dispenser de certaines descriptions qui viendraient alourdir le récit. Donc franchement, si vous aimez l'action, la romance, les révélations, je pense que vous succomberez, comme moi, au Pont des Tempêtes. On est sur un coup de cœur et j'ai très hâte d'être à l'automne pour pouvoir lire le tome 2. J'ai lu Elvira de Tiefs, qui est le spin-off de la duologie Allunia. Vous avez mes avis dans différents points lecture qui sont disponibles pour Allunia. Elvira, c'est une Kiva, c'est une chef spirituelle qui règne sur les clans unifiés du monde d'Arshka. Actuellement, sa vie est en danger et le conseil clanique veut sa mort. Donc elle va devoir fuir, elle va trouver refuge dans un des clans dissidents et là-bas elle va rencontrer Rune, le fils d'un chef de clan. Ensemble ils vont essayer de sortir la jeune femme d'une situation très difficile et elle va avoir un choix très difficile à faire, c'est-à-dire se battre afin de retrouver sa place ou gagner une nouvelle liberté. Si j'ai beaucoup aimé Allunia, j'ai préféré vraiment Elvira qui est son spin-off parce que déjà la jeune femme est incroyable. On sent qu'elle souffre de sa condition. On est plongé vraiment dans ce roman, dans une course-poursuite contre la montre. Notre Kiva doit faire des choix impossibles et franchement, j'aurais vraiment pas aimé être à sa place. On a un récit qui est totalement embarquant, qui n'a aucun temps mort. On est vraiment plongé au cœur de l'action et ce que j'ai apprécié, c'est qu'on a des petits flashbacks qui permettent d'approfondir le personnage d'Elvira avec des éléments sur la façon dont elle a été éduquée qui est très difficile, mais aussi sur le rôle qu'elle doit jouer en tant que Kiva sur son peuple. Je me suis vraiment attachée à la personnalité de notre héroïne. Personnellement, pour moi, elle ne laisse pas insensible, elle est forte, elle est fragile. Oui, certes, c'est paradoxal, mais ça fait d'elle un personnage incroyable qui ne cesse d'évoluer. Et moi, personnellement, j'ai aimé voir cette évolution. C'est quelque chose que j'aime beaucoup quand on ne reste pas sur des acquis. Dans Elvira, on découvre également de nouveaux modes de vie, notamment avec les clans dissidents. Cela permet de mettre une fracture avec le monde d'Allunia et le monde d'Arshka, parce que dans Allunia on a énormément de technologie, que avec le monde d'Arshka on a un monde beaucoup plus fantasy, la technologie est un peu plus laissée de côté. Et par contre, si vous êtes curieux d'en apprendre plus sur la mystérieuse technologie, je vous conseille de lire Allunia, sachant qu'on a des personnages qui se rencontrent entre les deux et que le tome 2 d'Allunia spoil un petit peu certaines choses de Elvira. La dernière partie du roman, elle m'a pas mal retournée. J'ai été surprise et tenue en haleine par différentes choses qui composent l'histoire. Je peux pas vous en dire plus, bien entendu. Mais la façon dont ça a été mis en scène, ça a été très surprenante. Je peux pas vous dire si ce qui se passe est positif ou négatif. Je ne vous dirai pas pour ne pas vous spoiler. Mais en tout cas, je peux vous dire que cette fin, elle laisse vraiment une trace indélébile. J'ai vraiment passé un bon moment avec Elvira, c'est addictif, ça se lit tout seul et si vous aimez la fantasy young adulte, je peux que vous conseiller. Et si, comme moi, dans Allunia, vous avez eu un petit peu de difficulté avec le personnage principal qui était un petit peu énervant,
dans Alunia, non, dans Elvira, le personnage n'est pas du tout énervant. Il est beaucoup plus mature, même si ça reste très young adulte. Donc, je pense que vous passerez un bon moment. J'ai lu Les Chroniques oubliées d'Hyperion, le tome 3 de Lina Deranor. Vous savez que c'est une saga qui fait partie de mes coups de cœur. Je vous en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne. Et sans surprise, ce tome 3 en est un également. Je vais pas vous faire de résumé parce que comme on est sur un tome 3, je voudrais éviter de vous spoiler l'intrigue. Toutefois, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir les points lecture où je vous parle du tome 1 et du tome 2. Et ce tome 3, comme les deux opus précédents, je l'ai trouvé vraiment incroyable. En même pas quelques lignes, Lina, elle a réussi à me remettre l'histoire en tête. Alors que bon, ça faisait un moment que j'avais quitté les personnages et j'ai tellement aimé retrouver Arsène et Maxime. C'est vraiment un plaisir. Je suis amoureuse de ces personnages. Ils ont un fort caractère. Ils sont un petit peu entêtés, mais voilà, j'aime leur façon d'être et j'aime l'électricité qu'il y a entre eux. Comme pour les opus précédents, dans ce tome 3, on découvre une nouvelle nation, un nouveau fonctionnement politique qui diffère des autres royaumes et de ce fait, on a de nouvelles cultures. Cet aspect, personnellement, moi, il me donne l'impression de voyager et ça, c'est vraiment cool. Ce qui fait qu'on n'a pas quelque chose de redondant de tome en tome. On a des descriptions qui sont très immersives, on a énormément d'actions et on a des dialogues avec des pics, des joutes verbales qui sont très divertissants. On a de la tension, de l'attraction entre les personnages, un petit côté répulsion et puis il y a tout ce qui se passe dans ces différents mondes qui amène une réflexion qui personnellement moi me captive. J'aime quand mes lectures me font réfléchir et pas juste je lis pour lire quoi. Plus on avance dans cette saga, plus on a de la magie, plus on a de la mythologie qui se renforce, notamment avec tout ce qui touche autour des rapaces, du faucon, de la harpie, enfin bref, l'ensemble de ce roman est passionnant. En commençant ce troisième tome, j'étais vraiment persuadée que c'était le dernier de la trilogie et du coup, quand j'ai lu la fin de ce tome, j'ai été hyper surprise et je suis ravie de savoir que du coup, il y aura un quatrième opus parce que j'ai pas envie de quitter cet univers, j'ai pas envie de quitter le Capitaine Glaçon, j'ai pas envie de quitter Maxime, j'ai pas envie de quitter ce monde, même s'il est pas très cool parce que j'aime vraiment l'univers qu'a créé Lina Deranor et je ne peux que vous conseiller cette saga publiée chez Inception. On passe à des lectures graphiques parce que j'ai lu La Malédiction de Mamo de SAS Milledge qui m'a été envoyée par les éditions John Gunn dans le cadre de l'opération Masse Critique de Babelio. Vous le savez, c'est assez régulier que je reçois des romans dans ce cadre-là. Et donc, on va y suivre Orla qui est de retour depuis la disparition de sa grand-mère. La mort de Mamo, ça a créé énormément de problèmes dans la ville de Aresden. Jo, c'est cette petite héroïne-là, va solliciter Orla afin de trouver une solution parce que sa mère est endormie dans un mystérieux coma et donc elles vont devoir se confronter à la malédiction de Mamo. On est dans un album graphique jeunesse qui a une ambiance assez sombre et j'ai beaucoup aimé cette histoire parce qu'il y a énormément d'amitié, il y a de l'amour, il y a de l'entraide, il y a des valeurs familiales. Et on a de la diversité. Je ne vous en dis pas plus par rapport à ça. La magie dans l'histoire, elle a une place très très importante. Elle est teintée d'originalité et surtout, elle met en avant le partage, les sentiments et pas mal de choses. On a des illustrations qui sont majoritairement sombres, même si sur certaines planches on a quelques éclaircies. Et cela, je pense, est fait pour accentuer l'effet de la malédiction, tout simplement. Je commence à avoir la bouche sèche depuis le temps que je parle. On a un trait graphique qui lui est très fin et personnellement je suis pas très fan du tracé des visages. Je trouve que les visages manquent peut-être d'émotion, mais bon après c'est vraiment lié à mes goûts personnels. Je doute pas que ça pourrait plaire à beaucoup de monde. Enfin bref, si vous aimez tout ce qui touche à la magie, si vous aimez les valeurs fortes, je pense que ce roman graphique pourrait énormément vous plaire ou plaire à vos enfants.
Je continue avec les graphiques parce que j'ai lu Beetle et les Holobones de Aliza Lane et cette fois-ci ça m'a été envoyé par Bandado du groupe Bayard Milan et j'ai passé vraiment un très bon moment en lecture avec cette bande dessinée pleine de peps, d'énergie. On y suit Beetle, c'est elle, c'est une petite gobelin et elle rêve de devenir une sorcière. Du coup elle suit une formation auprès de sa grand-mère afin de pouvoir exercer cette profession et pour décompresser au milieu de ses études, elle va régulièrement au centre commercial pour passer du temps avec Bob Ghost, un fantôme qui vit là-bas. Sauf que le centre commercial va être détruit par la famille Holobones et Beetle va tout faire avec son amie Kat, qui est la nièce de celle qui veut détruire le centre commercial, pour sauver le centre commercial et du coup Bob Ghost qui est prisonnier de cette habitation. Cette bande dessinée, elle m'a vraiment fait passer un très bon moment. On a de belles valeurs avec énormément de dynamisme et le tout se reflète dans les illustrations. J'ai adoré voir de la diversité à travers cette lecture. On a la différence, on a l'acceptation qui sont véhiculées, on a des vibes LGBT et on a aussi beaucoup de sujets qui vont toucher à la famille et aux relations qu'on peut avoir avec celle-ci. C'est mis en avant avec énormément d'émotions et j'adore. Franchement, j'adore quand on a des graphiques qui font passer de tels messages. Personnellement, moi, j'ai succombé au travail réalisé sur la psychologie des personnages en très peu de pages. Je trouve que c'est très bien fait. J'ai pas eu cette sensation de rapidité qu'on peut avoir avec beaucoup de lectures graphiques. J'ai beaucoup aimé les couleurs aussi de cette bande dessinée. Ça attire le regard et j'ai hâte de pouvoir lire la suite. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce point lecture. Je vous ferai un autre point lecture dans le mois d'avril pour vous parler de mes dernières lectures du mois de mars. Il y en aura 7 également présentées dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un des livres mentionnés, s'il y en a un qui vous tente, ce que vous en avez pensé. Et si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo, mettez-moi une petite émoticône sorcière. Voilà, on va terminer sur la sorcière puisque dans Beetle et les Holobones on parlait de sorcellerie. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. N'hésitez pas du coup à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.